Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. L'Assemblée nationale donne le feu vert au procureur du parquet financier d'entendre Farba Ngom. Les députés ont voté la levée de son immunité parlementaire. La haute autorité de régulation de la communication audiovisuelle va bientôt prendre la place de la CNRA. L'avant-projet soumis aux acteurs des médias, c'est pour mieux assurer la régulation des médias. Les pêcheurs de Guet-Ndar menacent de se faire entendre si l'État ne fait pas l'effort pour trouver une solution à la brèche de Saint-Louis. Ils dénoncent l'attitude de leur ministre de tutelle. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. L'Assemblée nationale a levé l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. 130 députés ont voté pour, 3 députés se sont abstenus, 3 ont voté contre. La coalition Taku Wallu Sénégal parle d'acharnement de son côté. Le groupe parlementaire PASTEF estime que toutes les procédures ont été respectées. Aram Faldo. L'Assemblée a adopté. Par conséquent, l'immunité parlementaire de notre collègue Mohamed Ngom est levée. Sans surprise, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. Mais avant cela, le président de la commission ad hoc, Maître Abdoulaye Tall, a soutenu à l'issue de la lecture du rapport de la dite commission que les droits du concerné ont été scrupuleusement respectés et qu'il n'y a pas eu de précipitation. Les droits de notre collègues Mohamed Ngom ont été respectés conformément aux dispositions des articles 61 de la Constitution, 52 et 34 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pour dire quoi? Il n'y a jamais eu de précipitation ni d'accélération de la procédure, en ce sens que l'Assemblée a été saisie le 10 janvier. Aujourd'hui, nous en sommes 24 janvier, donc 2 semaines après que la plénière soit convoquée pour statuer sur la levée ou non de l'immunité parlementaire du député concerné. Contrairement à ce qui se faisait, cela veut dire quoi? En 72 heures, voire 48 heures, on a vu des procédures accélérées, comme on dit fast-track, pour procéder à la levée de l'immunité parlementaire d'un député. Ce que le défenseur de Farba Ngom, Aïssata Tall, a catégoriquement rejeté. Elle estime que la commission n'a pas été juste vis-à-vis du maire de Agnam. Avons-nous été justes vis-à-vis de notre collègue Mohamed Ngom lorsqu'il leur a suffi 10 jours, samedi et dimanche compris, pour statuer dans la précipitation sur cette demande de levée de l'immunité parlementaire? Avons-nous été justes lorsque nous sommes juges le jour et procureurs impitoyables la nuit? Voilà ce qui s'est passé. Et voilà pourquoi, dans la longue histoire de notre Assemblée, pour la première fois, une demande de levée d'immunité parlementaire a suscité autant de débats, autant de controverses et autant de polémiques. Le député Abdoul Mbow, quant à lui, parle d'une escroquerie politique commanditée par le Premier ministre. Ils sont venus pour exécuter une commande politique du Premier ministre Ousmane Sonko qu'il avait fait à Agnam en disant que Farba ne participera jamais aux prochaines élections. Ils ont utilisé l'institution de la République du Sénégal pour exécuter la commande. Sur 165 députés, 130 ont voté pour la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. Seuls 3 ont voté contre le projet de loi et 3 autres députés se sont abstenus. À noter que les députés du groupe Taku Wallu se sont retirés de la salle avant l'exercice du vote. L'Assemblée nationale donne ainsi l'autorisation au procureur de la République financier de poursuivre Farba Ngom. Aram Faldo, forte mobilisation à Agnam, c'est dans la région de Matam, en soutien au député Farba Ngom. La coalition Taku Wallu Sénégal parle d'acharnement. Le maire des Agnam, quant à lui, réaffirme sa fidélité à Macky Sall et dénonce l'arrestation de ses gardes du corps à Linguère. Amadou Mardiallo. Il danse et chante pour Farba Ngom.
Ces militants sont venus des 4 communes de la région de Matam pour dire non de ce qu'ils appellent l'intimidation du nouveau régime à l'endroit de Farba. Amadou Mam Diop, Abdul Karim Sall, Mbaye Ndiaye, Pape Malik Nour et des alliés de la coalition Taku Wallou ont fait le déplacement à Agnam dans le but de soutenir les députés maires des Agnam. Non à la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Non à la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom, parce que cette levée ne repose sur rien du tout. Le dossier est vide. Ousmane Sonko, on n'a pas peur de vous. Ousmane Sonko, nous ferons face à vous. Ousmane Sonko, nous serons debout et nous vous disons d'arrêter. Arrête parce que le Sénégal a besoin de travail. Arrête parce que le Sénégal est là. Demandez, Sonko, faut pas déconner. Sinon, nous allons déconner. Sonko, faut pas déconner. Sinon, nous allons déconner. Les responsables politiques de la région de Matam, par la voix de Moussa Bokar Thiam, ont montré leur attachement au maire des Agnam et se disent prêts à résister pour éviter l'éventuel emprisonnement de Farba. Farba Ngom n'ira pas en prison. Pour emprisonner Farba Ngom, il faudra emprisonner tout le Fouta. Nous savons que ce régime Sonko Diomaye fait tout pour faire reculer la région. Nous n'avons plus de projets, plus de travaux dans la région. Et maintenant, qu'ils sachent que le Fouta est prêt à défendre le député Farba Ngom. Combatif, Mohamedou Farba Ngom, devant une foule en liesse, a réitéré son engagement à son mentor politique Macky Sall. dama bëgg na ngeen sax ci tey sax leen ci suba sax leen ci ginnaaw suba bu leen dara reculer derrière le président Macky Sall. À Agnam, c'est presque tous les responsables politiques de la région de Matam et leurs militants qui se sont mobilisés pour apporter leur soutien indéfectible à celui qu'ils surnomment l'empereur de Bosséa. Amadou Mar Diallo, le CNRA va bientôt céder la place à la haute autorité de régulation de la communication audiovisuelle. Le ministre de la Communication a présenté l'avant-projet aux acteurs des médias. Aliou Sall estime que cette nouvelle autorité va pouvoir jouer pleinement sa mission de contrôle. C'est un compte rendu signé Ndeye Adifal et Mafalfal. L'avant-projet de loi visant la création d'une nouvelle autorité administrative indépendante chargée de la régulation des médias et du numérique présenté aux acteurs. Le ministre de la Communication et Télécommunications a fait le point sur les principaux objectifs de cette future organe. Pour corriger ces insuffisances et en application des dispositions du Code de la presse que j'ai tenu à organiser avec toutes les parties prenantes, cette rencontre inclusive de partage et de consolidation de l'avant-projet de loi. L'objectif principal est de parvenir à un consensus sur les grandes lignes d'une nouvelle loi qui intègre l'ensemble des supports de diffusion, physiques et en ligne, destinés au grand public, tout en veillant au respect du droit de chaque catégorie sociale à des contenus de qualité, respectueux de l'éthique. Aliou Sall précise que la CNRA ne dispose pas des moyens nécessaires pour tout contrôler. La mise en place de cette nouvelle autorité, selon lui, se fera dans le plus bref délai. À la lecture de cette mission, nous constatons que les prérogatives du CNRA ne couvrent que le secteur de l'audiovisuel. Elles n'intègrent ni les médias traditionnels comme la presse, ni les chaînes de valeur nées du passage de l'audiovisuel de l'analogique au numérique. L'organe n'a pas non plus de compétences ni sur les médias en ligne, ni sur les réseaux sociaux. Cette situation explique pourquoi le CNRA se retrouve impuissant face aux nombreuses dérives en ligne et dans certains médias traditionnels.
Le président du CNRA, Mamadou Momar Ndiaye, salue le caractère inclusif du processus. On a des radios communautaires qui diffusent, qui disent n'importe quoi. On n'est pas à même aujourd'hui de savoir ce qu'ils disent. Il y a des discours de haine, des discours ethnicistes, religieux, à la limite djihadistes qui prospèrent, etc. Et on n'a aucun moyen aujourd'hui de suivre ce qui se passe. Et c'est dire donc l'ampleur de la tâche qui nous attend et qui rend nécessaire la mise en place d'un organe de régulation aux compétences et aux moyens élargis permettra au Sénégal d'avoir un organe de régulation à compétences générales. Je voudrais saluer l'inclusion du processus et cette dynamique de concertation consistant à ouvrir les concertations à toutes les parties prenantes. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique souligne la nécessité de prendre des mesures pour mieux encadrer les dérives répétées observées cette année dans le pays. Il assure également que la nouvelle autorité va répondre à ces défis. Lutte contre les violences sexuelles et la déconstruction des normes sexistes au Sénégal, article 19, et l'association des femmes de médias s'engage. Alice Djiba, secrétaire générale de l'association des femmes de médias, attire l'attention des journalistes sur le traitement sexiste dans les médias. Je propose de l'écouter. Laetitia au micro de Neya Alifan. Nous avons pu aborder en tout cas la question du traitement médiatique des violences sexuelles et sexistes en ligne, avec les médias classiques aussi, donc qui nous ont permis de constater que les violences sexuelles et sexistes, en tout cas dans la majorité des cas, sont traitées comme des faits divers et le sensationnel prend le dessus. Donc comment est-ce que nous, professionnels des médias, nous pouvons pallier à ce que, en tout cas, le traitement médiatique puisse être plus sensible à ces questions-là, pour qu'on puisse prendre en compte la question relative aux victimes, mais également aux survivantes de ces violences-là. Comment est-ce que nous, en tant que journalistes, on peut parler de ces questions pour participer, que ce soit dans la sensibilisation, mais également dans le plaidoyer. Alors, dans le milieu médiatique, moi, je pense qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse adresser cette question-là de la violence sexuelle et sexiste dans les médias, c'est que le juriste l'a tantôt évoqué, c'est-à-dire nous, journalistes, nous pensons être au-dessus de la loi et que parfois les juristes également, en tout cas devant le juge est parfois indulgent avec les journalistes. Donc, il faudrait déjà que les lois soient dissuasives, que le journaliste également puisse comprendre que moi, en tant que journaliste, je ne suis pas au-dessus de la loi. Donc, il faudrait qu'il y ait ces lois-là, mais également, pourquoi pas, une haute autorité qui va réguler le domaine des médias et qui va, en tout cas, s'attaquer à ces questions-là concernant la violence sexuelle, la violence sexiste. Comment est-ce que les médias en parlent et quand est-ce qu'elles en parlent et comment ils en parlent. Donc, il faudrait que les autorités puissent, de un, contraindre les médias à respecter la loi. On n'est pas au-dessus de la loi, mais également de deux, qu'on puisse avoir une haute autorité qui va réguler tout ça en collaboration avec les associations de presse qui existent, mais également en collaboration avec le CORED. Je le disais en titre, la brèche de Saint-Louis continue de faire des victimes. Les pêcheurs de Guet Ndar menacent de se faire entendre si l'État ne réagit pas. Ils fustigent d'ailleurs la réaction de leur ministre de tutelle. Ils ne sont pas donc convaincus de ces arguments. Saint-Louis, Momar Alissignon et Mokhtar Seck. Les pêcheurs de Guet Ndar élèvent le ton pour exiger de l'État une solution définitive par rapport à la brèche qu'ils appellent désormais le couloir de la mort. Beaucoup de gens ont perdu la vie dans la brèche. Trop, c'est trop. Nous qui allons à mer et qui sommes en activité, nous connaissons les conséquences de cette brèche et nous interpellons l'État pour qu'il réagisse au plus vite. Si l'État ne fait rien, nous allons nous faire entendre dans les prochains jours. Et cela, personne ne le souhaite. Nous ne voudrions pas que Guet Ndar se soulève. Ces pêcheurs se désolent de la réaction du ministre de la Pêche qui leur aurait dit à l'occasion de sa dernière visite à Saint-Louis que la brèche ne relève pas de son domaine. Même si les régimes précédents nous ont trompés, mais ils nous rassuraient quand même.
par rapport à la brèche. Mais ce que l'actuel ministre de la Pêche nous a dit lors de sa dernière visite à Saint-Louis nous inquiète vraiment. Elle nous a clairement dit que le problème de cette brèche ne relève pas de son domaine. Cela est plutôt du domaine du ministère de l'Environnement. Et cela nous intrigue. Ces derniers demandent également aux pêcheurs d'être plus prudents et de tenir surtout compte des alertes de la météo. Après plusieurs jours de tension, l'association des récupérateurs de la décharge de Mbebes se dit prêt à quitter les lieux. Ses membres exigent cependant le projet de l'aménagement préalable d'un nouveau site. Ils se sont mobilisés donc pour défendre leurs intérêts. Voici Harouna Niass, il est le président de l'association des récupérateurs de la décharge de Mbebes. Il est ici au micro de Mamadou Lamine Fati. Quand la directrice est venue ici pour nous dire que vous allez quitter le lundi, on lui a proposé de nous trouver des solutions pour vraiment préserver le travail que nous faisons ici. Ce que nous attendons du Promojet, c'est de nous trouver des emplacements là où on pourra être et travailler dans des conditions très favorables. Nous disons à la directrice de trouver des conditions plus favorables pour les récupérateurs, pour leur déplacement, parce qu'on n'a pas dit qu'on ne va pas se déplacer. On doit se déplacer, mais on doit se déplacer dans des conditions les meilleures. Ce que nous proposons au Promojet, c'est d'aménager un site. C'est vrai que ce site a été aménagé, mais il n'y a aucune construction qu'on a mis là-bas. Et il faut savoir que le travail que nous faisons ici, il y a des matériaux qu'on doit préserver. Vous savez qu'on a été en atelier avec le Promojet il y a 2 mois de cela. On était en commission, certaines commissions, on l'avait attribué pour qu'il distribue des tenues, des épis. Donc aussi il y avait d'autres commissions qui devaient recenser les places. Et les commissions ont déjà fait le travail. Et nous, on est toujours encore ouverts à discuter avec les Promojet pour mieux trouver des solutions. On est toujours impliqué dans le processus pour la résorption de la décharge de Mbebes. Le Qatar offre 1000 opportunités d'emploi au Sénégal dans le domaine de la science, de la médecine, mais également de la logistique. Le ministre du Travail qui a fait l'annonce déplore toutefois le manque de communication à ce sujet. Abbas Fall est interrogé par Moutaga Kane et Modoubaye. Que le problème de l'emploi est un problème extrêmement sérieux au Sénégal et que toutes les politiques que nous mettrons en place seront des politiques qui seront transversales à la promotion de l'emploi. Effectivement, nous revenons d'un voyage fructueux et ça a été même au-delà de nos attentes parce qu'en partant, nous étions tout simplement dans une dynamique de revoir un accord qui avait été signé entre le Sénégal et le Qatar, mais nous n'avions pas effectivement pensé que nous reviendrons avec vraiment cette offre que le gouvernement qatari a faite donc au gouvernement du Sénégal en lui proposant pour un premier jet 1000 emplois dans les secteurs tels que les sciences, la technologie, la médecine et la logistique. Ce sera donc un premier test qui va nous permettre d'amener au moins 1000 travailleurs au Qatar dans de bonnes conditions avec effectivement... Parce que ces emplois ne seront pas seulement dans le domaine public. Ce sera aussi des emplois dans les entreprises privées. Les agriculteurs et les éleveurs réclament, eux, un statut professionnel. Ces derniers veulent également l'effectivité de la loi d'orientation agro-silvopastorale. C'est pour une meilleure prise en charge des doléances des acteurs du secteur. Ali Diaw est le président du réseau national des agriculteurs et producteurs sémenciers du Sénégal. Il est ici au micro de Boubacar Falbop. waaw loi bi liñ ci tëgg nañ ko sax xanaa ñi comme niñ ko waxee fii rek ci CRD bi ñi accompagner ay décrets yoo xam ne dañ ko appliquer mën ko doxal. La loi a déjà été votée. Il ne reste qu'à prendre des décrets d'application pour sa matérialisation effective. Mais notre principale préoccupation relative à cette loi
c'est le statut professionnel. mais ba ci ay protection civile lépp ngi ci mais li ñu gën a ñor tey nga xam. Le gouverneur, par exemple, a un statut professionnel, au même titre que le journaliste. Le député également. Député bi mën nañ ko wax député na démb Nassir wax am na lu. Ils ont leur statut, ce qui permet de les identifier comme groupe professionnel à part entière. Ce n'est pas le cas pour les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs que nous sommes. Et c'est ce que nous réclamons. baykat sàmmkat nappkat ma ne leen ñett yi moom doy na bu ñu ko développé Sénégal pare na parce que 75% ñu ciy dund 75% dund ci réew mi nag ñii la amu leen métier dafa xaw a kéemtaane. Le domaine agricole communautaire de Dodji, dans le département de Linguère, a reçu la visite de la mission de contrôle de la Banque islamique de développement. C'est pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Le taux d'exécution est de 55%. Le domaine va permettre d'ailleurs la création d'au moins de 10 000 emplois. Nala Diop et Serigne Thiam pour le compte rendu. Représentants de la Banque islamique de développement, partenaire financier du domaine agricole communautaire de Dodji, en compagnie des chefs d'entreprise, se sont rendus sur plusieurs sites en chantier. En fait, aujourd'hui, vraiment, ils ont vu un peu les ouvrages, on va dire, dans leur ensemble. Parce qu'il faut savoir que pour ce DAC, il y a eu 3 appels d'offres donc, sur la partie réalisation, mais il y aura donc les compartiments qui vont permettre de compléter pour pouvoir rendre le DAC opérationnel. Les travaux d'aménagement et de terrassement, nous sommes à 44% d'avancement pour le constater sur le terrain. On a un château d'eau réalisé, un réseau d'irrigation de 39 hectares réalisé, des serres d'une superficie de 17 hectares réalisées, 3 forages sur 6 réalisés. Le domaine agricole communautaire de Dodji est composé de plusieurs infrastructures hydro-agricoles qui pourront fantasmer les populations du Djolof. Une réalisation d'un ensemble d'infrastructures hydro-agricoles qui va de l'exploitation des serres, de la pisciculture, des étables, d'une usine d'aliments de bétail, une usine de production laitière, d'un site aquacole, donc de l'aquaculture, donc c'est la production de poissons, et de 6 forages, d'une centrale solaire, donc vraiment l'ensemble des hangars aussi de conservation en chambre positive comme négative, donc l'ensemble d'infrastructures dont a besoin un écosystème agricole pour être opérationnel afin de pouvoir répondre à la question lancinante de l'entrepreneuriat agricole. Bâti sur une superficie de 2000 hectares et financé par la Banque islamique de développement pour un montant de 15 milliards de francs CFA, la réalisation du DAC de Dodji va permettre la création de 10 000 emplois dans les secteurs de l'élevage et l'agriculture. C'est d'ailleurs cet élément qui m'a fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.